utilisant des vêtements amples et des masques pour masquer son visage familier. Le registre des manuscrits indo-chinois révélait enfin son secret le plus profond. Sous une couche de vernis protecteur, sur la dernière page, Guyet découvrit une carte invisible à l'œil nu, qui n'apparaissait qu'à la lumière d'une flamme de bougie. Le point gamma, murmura T.L. Ce n'est pas dans le sous-sol. C'est au-dessus de nos têtes. Elle montra la carte au professeur. Regardez ces coordonnées. Elles correspondent à la structure de la coupole centrale de la bibliothèque. Il y a un espace vide entre le dôme intérieur et la toiture extérieure. Un espace que personne n'a visité depuis un demi-siècle. C'est ingénieux, admirant. Le docteur Locke savait que les gens cherchent toujours les secrets dans les caves ou derrière les murs, mais ils oublient de lever les yeux. Mais comment y accéder? L'accès est scellé depuis les travaux de 1990. Guyet sourit pour la première fois depuis son retour. Je connais un chemin. Un conduit de ventilation désaffecté qui part de la salle des archives spéciales et qui remonte le long de la cage des escaliers. C'est étroit, poussiéreux et probablement infesté des araignées, mais c'est possible. Ils fixèrent l'opération pour le jeudi suivant, à l'heure où l'équipe de nuit effectuait sa ronde. Guyet emporta avec elle un sac à dos, une lampe frontale et bien sûr, le badge en lotus. Le professeur resterait à l'extérieur, en communication radio, pour surveiller les mouvements des gardiens. Le soir venu, Guyet s'introduisit dans la bibliothèque par une fenêtre de service qu'elle avait laissée entr'ouverte des années auparavant, une habitude des archivistes prudentes. Le bâtiment lui semblait étranger, presque hostile avec ses nouvelles technologies. Elle atteignit la salle des archives et repéra la grille de ventilation. Avec un tournevis, elle retira les vis rouillées et se glissa dans le conduit. L'air était sec et sentait le vieux métal. Elle rampa pendant ce qui lui sembla être une éternité, ses genoux et ses coudes protestant contre la dureté du métal. Enfin, elle déboucha dans un espace vaste et sombre. Elle alluma sa lampe frontale. Elle se trouvait dans les entrailles du dôme. Autour des ailes, des poutres de fer massives soutenaient la structure majestueuse de la bibliothèque. Et là, posée sur une plateforme en bois suspendue au-dessus du vide, elle vit 20 malles en cuir, marquées du sceau du docteur Locke. Guyet s'approcha avec précaution. Elle ouvrit la première malle. À l'intérieur, des centaines de feuillets de papier de riz, couverts d'une écriture fine et serrée. Elle en prit un et commença à lire. Ce n'était pas de l'histoire. C'était une chronique des futurs possibles. Le docteur Locke n'avait pas seulement étudié le temps, il avait trouvé un moyen de voir les ramifications de chaque événement majeur. Il décrivait la guerre, la paix, les avancées technologiques, mais surtout, il mettait en garde contre la manipulation de la mémoire collective. Le passé est l'encre, le futur est la voile. Si on coupe l'encre, la voile nous emmène vers l'abîme, disait le manuscrit. Soudain, un bruit de pas résonna sur le métal, loin en dessous des ailes. Une lumière de lampe torche balaya le dôme. Guyet? Tu m'entends? Murmura la voix du professeur dans la radio. Il y a un problème. La sécurité a détecté une anomalie thermique dans le dôme. Il monte. Guyet ne perdit pas une seconde. Elle ne pouvait pas emporter 20 malles. Elle chercha la plus petite, celle qui semblait contenir les conclusions du docteur. Elle la saisit et se dirigea vers le conduit de sortie. Mais alors qu'elle allait s'engager dans le tuyau, elle vit une ombre se découper contre la lumière de la salle. Un homme en uniforme de sécurité se tenait là, mais il n'avait pas l'air d'un garde ordinaire. Il était jeune, athlétique, et portait un insigne que Guyet ne reconnut pas. Mademoiselle Guyet, dit-il d'une voix calme et posée. Nous vous attendions depuis 2 ans. Veuillez reposer cette malle. Elle appartient au département de la stabilité historique. Le département de quoi? Demanda Guyet, reculant vers le bord de la plateforme. Le monde a changé durant votre absence, Guyet. Nous savons tout de la porte numéro 7. Nous savons tout du docteur Locke. Et nous ne pouvons pas laisser ces documents circuler librement.
Nguyen sentit le badge vibrer violemment dans sa poche. Elle comprit alors que sa disparition n'avait pas été un accident. Le système l'avait attendu. « Je ne pense pas, » répondit-elle. Elle sortit le badge et, dans un geste de pur instinct, le frappa contre l'une des poutres métalliques du dôme. La résonance fut instantanée. Une onde de choc sonore parcourut la structure, désorientant le garde. Nguyen profita de la confusion pour se glisser non pas dans le conduit, mais dans l'interstice entre le dôme et la corniche, un saut risqué de 3 mètres. Elle atterrit sur un filet de protection poussiéreux, roula sur elle-même et courut vers la sortie de secours du toit. Derrière elle, l'alarme commença à hurler, un son strident qui déchirait la nuit de 2026. Elle atteignit le toit de la bibliothèque. Hanoï s'étendait devant elle, une mer de lumières électriques. Elle voyait la voiture du professeur en démarrer en bas. Elle n'était plus une simple archiviste. Elle était la gardienne de la vérité, et la chasse ne faisait que commencer. Chapitre 8 – La Cité des Masques. Le vent froid des hauteurs de la bibliothèque fouettait le visage de Nguyen. La malle de cuir, serrée contre sa poitrine, lui semblait plus lourde que sa propre vie. Elle dévala les escaliers de secours extérieurs, évitant les faisceaux des projecteurs qui commençaient à balayer la façade de l'édifice. En bas, la vieille berline du professeur en l'attendait, moteur vrombissant dans une ruelle adjacente. Elle sauta dans le véhicule avant même qu'il ne s'immobilise complètement. « Foncez, professeur » cria-t-elle. La voiture s'élança, ses pneus crissant sur l'asphalte humide. Derrière eux, 2 motocyclistes aux casques opaques et aux combinaisons sombres surgirent des ombres de la bibliothèque. Ils n'avaient pas de gyrophare, mais leur détermination était palpable. « Qui sont-ils » demanda Han, ses mains crispées sur le volant. « Le département de la stabilité historique » répondit Nguyen, ouvrant la malle pour vérifier son contenu tout en gardant un œil sur le rétroviseur. « Apparemment, ma disparition a créé une branche temporelle qu'ils essaient de tailler. » On bifurqua brusquement dans les ruelles étroites du vieux quartier. Les motos les suivaient avec une agilité effrayante. Le professeur éteignit ses phares, naviguant à la lueur des enseignes au néon et des lanternes de papier qui survivaient encore à la modernité de 2026. « S'ils nous attrapent, ils effaceront tout ce que nous savons, » dit Han. Le badge, Nguyen. Utilisez la fréquence du badge pour brouiller leur capteur. Nguyen sortit le lotus de laiton. Elle se concentra, visualisant la vibration qu'elle avait ressentie dans le dôme. Elle pressa ses doigts sur le pétale central du lotus. Une impulsion verte, presque invisible, se propagea à partir de la voiture. Instantanément, les moteurs des motos derrière eux ratèrent un cycle, puis calèrent net dans un nuage de fumée bleutée. Le professeur ne ralentit pas avant d'avoir atteint la zone industrielle désaffectée près du fleuve Rouge. Ils se réfugièrent dans un ancien entrepôt de soie, un lieu que le temps semblait avoir oublié. Dans le silence de l'entrepôt, Nguyen étala les documents de la malle sur une vieille table de coupe. Sous les schémas techniques et les cartes temporelles, elle trouva une enveloppe adressée à son nom, mais datée de 1952. À Nguyen, l'archiviste qui marche entre les mondes. Elle déchira l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc. On y voyait sa grand-mère, jeune, souriante, debout devant la porte numéro 7, tenant le même badge en lotus. Mais à ses côtés se tenait un homme dont le visage avait été brûlé sur la photo. « Ma grand-mère était une gardienne » murmura Nguyen. « Elle ne m'a pas seulement raconté des histoires. Elle m'a préparé. » Le manuscrit joint à la photo expliquait que le badge n'était pas seulement une clé, mais un stabilisateur. Le docteur Locke avait découvert que sans cet objet, les voyageurs temporels finissaient par se fragmenter, perdant leurs souvenirs et leur réalité physique. C'est pour ça qu'ils le veulent, dit Han, examinant les textes. Si ce département contrôle le badge, il peut décider quelle version de l'histoire devient la réalité officielle. Ils peuvent effacer des révolutions, des découvertes ou des personnes entières. Soudain, un message holographique apparut au centre de la table, projeté depuis le badge lui-même. C'était la silhouette du docteur Locke, enregistrée des décennies plus tôt. Si vous lisez ceci,
c'est que la 7e sonnerie a résonné pour la dernière fois, disait la voix calme du docteur. Guyet, vous êtes la dernière archiviste libre. Le département n'est pas une institution gouvernementale. C'est une erreur de calcul qui a pris vie. Ils sont les fantômes d'un futur qui ne devrait pas exister. L'hologramme montra une nouvelle carte de Hanoï, parsemée de points rouges. Ce sont les failles. Si elles ne sont pas scellées avant la fin du mois, 2026 s'effondrera dans le néant de 1954. La porte numéro 7 doit être détruite de l'intérieur. Guyet regarda le professeur en. Le vieil homme semblait soudain fatigué, mais ses yeux brillaient d'une résolution nouvelle. Nous ne pouvons pas nous contenter de fuir, dit Guyet. Nous devons retourner là où tout a commencé. Au cœur de la porte. Mais elle est scellée par le béton et surveillée par une armée, rappela en. Guyet prit le badge et le fixa à son poignet avec un cordon de cuir. L'archiviste sait que pour détruire un livre, il faut trouver la page de garde. La porte n'est pas dans le mur du sous-sol, professeur. Le mur n'est que la couverture. Le livre est ailleurs. Elle se tourna vers la carte du docteur Locke. Un point brillait plus fort que les autres, le temple de la littérature. C'est là que se trouve la véritable porte numéro 7. Celle qui ne se ferme jamais. Chapitre 5. Le résonateur de cuivre. L'atelier du professeur en était un sanctuaire de sciences oubliées, niche dans les combles d'un vieux bâtiment de l'université. Des schémas complexes étaient punaises aux murs, mêlant physique quantique et acoustique ancienne. Guyet observait en manipuler le petit cylindre de bronze avec une précision chirurgicale. Il l'avait place au centre d'une cage de Faraday de fortune, reliée à une série d'oscilloscopes dont les écrans émettaient une lueur verte fantomatique. Nous ne cherchons pas seulement à faire du bruit, Guyet, expliqua le professeur sans détacher ses yeux de ses mesures. Nous cherchons la signature exacte de l'alliage. Le lotus n'est pas qu'une décoration, c'est une forme géométrique qui guide les ondes de choc. Il tourna un bouton, et un sifflement aigu emplit la piste. Regarde. Sur l'écran, une courbe sinusoïdale se stabilisa soudainement, formant un motif qui ressemblait étrangement aux pétales d'une fleur. Pendant qu'en réglait le résonateur, Guyet s'était replongé dans le registre. Elle avait trouvé une section cachée sous une double doublure de la couverture. C'était une carte du sous-sol de la bibliothèque, mais avec des annotations en rouge. Le point 0, murmura-t-elle. Professeur, CM. Écrit que si l'ouverture est forcée sans l'unité originale, le point de rencontre pourrait se déplacer. Nous ne serions peut-être plus en 1954. C'est un risque que nous devons courir, répondit An, sa voix gravée de détermination. Si nous ne récupérons pas la clé originale, la porte restera à jamais un mur. Il souleva un appareil qui ressemblait à un gros haut-parleur en cuivre entouré de bobines de fil d'argent. Voici notre diapason de compensation. Il est règle sur la fréquence de la 7e sonnerie, amplifiée par la structure atomique de ton cylindre. Le plan était simple mais dangereux. Il devait retourner à la bibliothèque un vendredi soir. On s'occuperait de la partie technique au sous-sol, tandis que Guyet surveillerait l'horloge principale. Il communiquerait par de vieux talkie-walkie pour éviter les interférences numériques. La peur serrait le cœur de Guyet, mais la pensée du gardien Luang, seul dans cette rue brumeuse de 1954, lui donnait le courage nécessaire. La semaine passa comme dans un rêve. Guyet travaillait le jour, classant des documents banals, tandis que son esprit était tourné vers le vendredi. Elle ne pouvait s'empêcher de regarder le mur gris chaque fois qu'elle passait dans le couloir. Elle imaginait les vibrations invisibles, le temps qui coulait comme une rivière derrière le béton. Elle se sentait liée à ce mur, comme si une partie d'elle-même était restée de l'autre côte. Chapitre 6, le retour au seuil. Vendredi, 18h45. La bibliothèque était vide. Les derniers étudiants étaient partis, et le silence habituel était revenu, mais cette fois, il était chargé d'une tension électrique. Guyet se tenait près de la grande horloge à balancier dans la salle de lecture. Elle tenait le talkie-walkie d'une main tremblante. « Professeur, vous m'entendez » demanda-t-elle à voix basse.
Affirmatif, Guyet, répondit la voix greusillante de Han depuis le sous-sol. Le résonateur est en place. Les capteurs sont calibres. J'attends ton signal à la 6e sonnerie pour lancer la séquence de pré-résonance. N'oublie pas, dès que la 7e cloche sonne, tu as exactement 30 secondes pour descendre. Après cela, la stabilité du chant n'est plus garantie. Guyet fixa les aiguilles de l'horloge. Le balancier oscillait avec une régularité hypnotique. Tic, tac, tic, tac. Chaque seconde semblait durer une éternité. Elle pensait à sa grand-mère Ang, à CM, et à ce secret qu'ils avaient protégé pendant cette décennie. Elle comprenait maintenant que l'éducation ne consistait pas seulement à transmettre des connaissances, mais à protéger la vérité, même au prix du silence. 19 heures. La première cloche retentit. Le son sembla vibrer jusque dans ses os. 1, 2, 3. Guyet comptait, le souffle court. 4, 5. Professeur, maintenant! Cria-t-elle dans l'appareil. À l'autre bout, elle entendit un vrombissement sourd, une vibration qui semblait monter des profondeurs de la terre. 6. Elle se mit à courir. Ses pas résonnaient sur le parquet de bois, un bruit de tonnerre dans la salle désertée. 7. La dernière sonnerie fut étouffée par une impulsion magnétique si forte que les lumières de la salle de lecture vacillèrent. Guyet se précipita dans l'escalier menant au sous-sol. Elle arriva au couloir et vit une scène incroyable. Le mur n'était plus gris. Il était devenu translucide, comme une vitre plongée dans l'eau. Le professeur en se tenait devant, son appareil en cuivre émettant une lumière bleue intense. « Vite, Guyet !» hurla-t-il, luttant pour maintenir l'appareil stable. Le champ est instable. L'équation ne tient pas. Guyet ne hésita pas. Elle s'élança vers la membrane vibrante. Elle ressentit la même sensation d'électricité statique que la première fois, mais beaucoup plus violente. Elle ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, l'odeur de la pluie et du charbon l'assaillit instantanément. Elle était de retour. Mais quelque chose n'allait pas. La rue n'était pas vide. Des soldats en uniforme de l'époque couraient dans tous les sens, chargeant des camions. Des cris retentissaient. C'était le matin du 10 octobre 1954, le jour du transfert final. Le chaos régnait. Elle chercha des yeux le gardien Luang. Elle le vit près d'une malle, l'air terrorise, serrant quelque chose dans sa main droite. « Monsieur Luang !» cria-t-elle en se frayant un chemin à travers la foule. L'homme se tourna, ses yeux s'écarquant de surprise. « Vous !» La dame de l'autre nuit. « Que faites-vous ici ?»« C'est la fin. »« Ils arrivent. » Guyet attrapa son bras. « Luang, le badge. »« L'unité. »« Vous l'avez toujours ?» L'homme regarda sa main. « Oui, le chef m'a dit de ne jamais le lâcher. »« Mais pourquoi est-il si chaud ?»« Donnez-le-moi, je vous en prie, » supplia Guyet. « C'est le seul moyen de sauver les livres, de sauver l'histoire. » Luang hésita, puis, voyant la sincérité et le désespoir dans les yeux de Guyet, il lui tendit le petit objet en laiton. Au moment où leurs doigts se touchèrent, une étincelle jaillit. Le badge en lotus se mit à briller d'une lumière pure. Soudain, une voix autoritaire retentit derrière eux. « Halte !»« Que faites-vous avec ce dispositif ?» Guyet se retourna. Un officier s'approchait, le regard soupçonneux. Elle comprit qu'elle n'avait que quelques secondes. Elle serra le badge contre son cœur. « Luang, merci » murmura-t-elle. Elle se retourna vers la porte invisible qui commençait déjà à s'estomper sous l'effet de l'instabilité du résonateur de Han. Elle sauta dans le vide, emportant avec elle la clé du temps. Chapitre 4, l'équation du chaos, suite. Guyet regarda le cylindre de bronze dans sa main et le registre sur la table. L'archiviste en elle luttait avec la conspiratrice. Le silence qu'elle chérissait s'était transformé en un compte à rebours. « J'ai un atelier de fortune à l'université, dit Han.
Nous y allons. Mais Nguyen, tu ne peux plus t'approcher du mur. L'énergie résiduelle de ton passage pourrait être dangereuse. Je vais aller seul au sous-sol pour installer les capteurs de fréquence. Toi, tu restes ici pour déchiffrer la suite du registre. C'est un ordre de ton professeur. Nguyen accepta, non sans une pointe d'inquiétude. Elle regarda la silhouette frêle du professeur s'éloigner sous la pluie fine de Hanoï. Elle se retrouva seule dans cette maison qui semblait elle-même être un artefact du passé. Elle ouvrit le registre à la page qu'elle n'avait pas encore osé explorer. Sur cette page, il n'y avait pas de liste de livres ni de formules mathématiques. Il y avait une lettre personnelle, adressée à personne et à tout le monde. C'était le testament de C.M. Si vous lisez ceci, c'est que le temps a fait son œuvre. La porte numéro 7 n'est pas un jouet, ni un simple moyen de transport. C'est un miroir. Elle montre ce que nous avons perdu et ce que nous pourrions devenir. Le docteur Locke et moi avons découvert que le passé n'est pas mort, il est juste de l'autre côté d'une vibration. Mais attention, celui qui emporte quelque chose du passé change le poids du présent. L'équilibre est fragile comme une aile de papillon. Nguyen frissonna. Elle avait emporté le registre. Elle avait changé le poids de son présent. Est-ce pour cela que la porte refusait de s'ouvrir à nouveau? Avait-elle brisé une loi invisible de la nature? Elle se mit à réfléchir à la notion d'unité. Ce n'était peut-être pas seulement le badge en lotus. C'était peut-être l'intention du gardien. Elle passa le reste de la nuit à noter chaque détail, chaque nom mentionné dans le journal. Elle découvrit que le docteur Locke avait une famille, une petite fille nommée mais qui aimait les fleurs de lotus. Une coïncidence? Les archivistes ne croient pas aux coïncidences. Ils croient aux liens cachés. Chapitre 5. La résonance du cœur. Le lendemain matin, le professeur en revint avec des nouvelles. Ses yeux étaient rougis par le manque de sommeil, mais son enthousiasme était intact. Nguyen, les mesures sont fascinantes. L'horloge à balancier de la bibliothèque n'est pas une horloge ordinaire. Ses engrenages sont faits d'un métal qui absorbe les ondes telluriques. Elle ne marque pas seulement les heures, elle bat au rythme de la Terre. Nguyen lui montra ses découvertes sur la famille du docteur Locke. Professeur, et si l'unité perdue n'était pas un objet, mais un lien? Le badge appartenait à ma grand-mère. Elle était liée à cette histoire par le sang. Peut-être que la porte ne s'est ouverte pour moi que parce que je porte cette mémoire. On s'arrêta de manipuler ces câbles. C'est une hypothèse audacieuse, ma petite. Mais la physique a besoin de vecteurs concrets. Ton sang ne peut pas faire vibrer un mur de béton. Cependant, ton badge de lotus contient la matière. Nous allons combiner les deux. J'ai fabriqué un amplificateur portatif en utilisant le cylindre de ta grand-mère. Nous allons l'appeler le cœur de résonance. Ils passèrent la journée dans l'atelier caché du professeur. C'était un travail de précision chirurgicale. Il fallait tailler le bronze, l'ajuster à un circuit électronique moderne sans en corrompre l'essence ancienne. Nguyen aidait comme elle le pouvait, ses doigts d'archiviste habitués à manipuler des choses fragiles se révélant très utiles pour souder des fils microscopiques. Pendant qu'il travaillait, on racontait des histoires sur le Hanoï des années 50. Il parlait de la dignité des gens malgré la guerre, de la beauté des rues avant l'arrivée du béton massif. Il enseignait à Nguyen que l'histoire n'est pas une suite de dates, mais une suite d'émotions. C'était là sa leçon d'éducation, pour comprendre le passé, il faut d'abord l'aimer. Enfin, l'appareil fut prêt. C'était un boîtier noir, modeste, surmonté d'une petite antenne en forme de pétale de lotus. Nous n'avons qu'une seule chance, avertit-on. Si nous forçons la porte et que la fréquence est mauvaise, nous pourrions créer une faille permanente. Nguyen hocha la tête. Elle sentait une responsabilité immense peser sur ses épaules. Elle n'était plus la bibliothécaire solitaire. Elle était le pont entre deux mondes. Le soir même, ils se rendirent à la Bibliothèque nationale. Le silence habituel semblait chargé d'électricité. Ils descendirent au sous-sol. L'horloge commença sa lente progression vers 19 heures.
18h58. On brancha l'appareil. 18h59. Les ventilateurs semblaient s'arrêter de tourner. 19h. La première sonnerie retentit. Grave, profonde. La deuxième. La troisième. Guyet ferma les yeux et visualisa le visage de sa grand-mère, le visage du gardien Luang dans la bruine. La quatrième. La cinquième. Le mur commença à gémir. Un son de basse fréquence qui faisait vibrer les os. La sixième. L'amplificateur de Han émit une lueur bleue intense. La septième. Le mur ne fondit pas cette fois. Il se fractura comme une vitre. Une lumière aveuglante jaillit des fissures. Guyet sentit une aspiration puissante. Elle tendit la main vers le professeur, mais il lui fit signe de rester en arrière. « Vas-y, Guyet. C'est ton histoire, pas la mienne. » Elle fit un pas en avant. L'air changea instantanément. L'odeur de la poussière moderne disparut. Elle fut accueillie par une bouffée d'air frais, humide, chargée d'une odeur de jasmin et de fumée de bois. Elle était de retour en 1954. Mais cette fois, ce n'était pas la nuit. C'était l'aube. Une aube grise et calme sur un Hanoï qui s'apprêtait à changer de main. Devant elle, sur le trottoir, se tenait un homme. Ce n'était pas Luang. C'était un homme plus jeune, avec des lunettes rondes et un regard plein de sagesse. « Bonjour, Guyet, dit-il avec un sourire doux. Je suis le docteur Locke. Je t'attendais. » Chapitre 6. La bibliothèque des nuages. Guyet resta pétrifié. L'homme devant elle semblait irradier une tranquillité absolue, malgré l'agitation lointaine des camions militaires et les cris des vendeurs de journaux. Il portait une blouse blanche de laboratoire, un peu froissée, et ses mains étaient hachées d'encre violette. « Comment connaissez-vous mon nom » demanda-t-elle, sa voix se perdant dans le souffle du vent matinal. Le docteur Locke ajusta ses lunettes. « Ma chère enfant, lorsque l'on manipule les fréquences du temps, on apprend à lire les signatures de ceux qui viendront après nous. Ta grand-mère Ang était mon élève la plus brillante. Elle m'avait promis que sa lignée veillerait sur l'unité. Il l'invita à marcher avec lui le long de la rue. Hanoï en 1954 était une ville de contraste. Les maisons coloniales jaunes se reflétaient dans les flaques d'eau, et les arbres semblaient plus verts, plus vivants. Guyet se sentait comme une goutte d'eau dans un océan d'histoire. « Vous devez comprendre, continua Locke, que la collection que j'ai cachée n'est pas composée de livres ordinaires. Ce sont des archives de futurs possibles. Si le monde apprenait trop tôt ce qu'il attend, la liberté de choix disparaîtrait. Nous deviendrions les prisonniers d'un destin déjà écrit. » Il s'arrêta devant une petite échoppe de café où l'arôme du grain grillé s'échappait. Il commanda 2 cafés avec un calme olympien, comme s'il n'était pas au milieu d'une transition politique majeure. Guyet apprit alors la véritable nature de la mission. Le registre qu'elle avait emporté était la clé pour stabiliser les archives dans le présent. Mais pour que cela fonctionne, elle devait laisser quelque chose en échange. Une loi de compensation. « Qu'est-ce que je dois laisser » demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude. « Tonne silence, répondit-il avec un clin d'œil malicieux. L'archiviste doit devenir conteuse. La connaissance ne sert à rien si elle n'est pas partagée avec sagesse. Tu dois utiliser ce que tu apprendras pour éduquer, pour guider, sans jamais révéler la source. » Guyet sourit. Elle comprenait enfin pourquoi sa vie avait été si calme, si centrée sur les livres. C'était une préparation. Soudain, le sol trembla légèrement. La 7e sonnerie de l'autre côté, dans son époque, commençait à s'estomper. Le passage allait se refermer. « Prends ceci, » dit le docteur Locke en lui tendant une petite boîte en laque rouge. C'est la graine de lotus originale. Plante-la dans ton jardin. Elle te rappellera que le temps est un cycle, pas une ligne droite. Guyet prit la boîte, serra la main du docteur, et courut vers la lumière qui commençait à vaciller au coin de la rue. Elle franchit le seuil au moment même où l'aube de 1954 se transformait en l'obscurité du sous-sol de 2024.
Elle se retrouva dans les bras du professeur Han, qui l'attendait avec anxiété. « Tu es revenu !» s'écria-t-il. « Regarde le mur. » Le mur de béton était redevenu